temps bien avec soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach PNListe, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce 35e épisode. Le dernier, et oui déjà, de notre série spéciale sur le Go qui me sert d'analogie pour une approche multiculturelle du développement personnel. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons parler de vision globale et d'attracteurs étranges. Reste là, je t'en supplie, ne t'inquiète pas, je vais définir ces termes pour toi. J'espère que tu es toujours en vie après l'épisode de la semaine dernière. J'ai reçu plusieurs retours qui m'ont dit qu'il était extrêmement profond, extrêmement riche, mais pas forcément facile d'accès. Donc j'espère que tu en es revenu plus riche, que tu as survécu à l'épreuve. Je te rassure, l'épisode d'aujourd'hui est bien plus simple à appréhender. Et voilà, trêve de bavardage, on se lance tout de suite dans le sujet. Donc, on a vu ensemble précédemment que le plateau de Go, donc le Goban, peut être assimilé à un monde complexe, un microcosme ludique à l'image de notre monde réel, dans lequel chaque composant est constamment connecté aux autres éléments en interdépendance dynamique pour former un ensemble vu comme un tout, avec un grand T. Complexité, chaos, en gros c'est un jeu qui permet aux joueurs d'expérimenter un grand nombre de situations qui entrent directement en résonance avec des thématiques scientifiques. Et donc finalement pour un simple jeu, cette analogie est déjà extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en effet, le Go fournit également différentes clés pour se repérer, évoluer et grandir dans ce type d'environnement. Il permet cet apprentissage aux joueurs grâce aux mécanismes réflexifs qu'il leur propose de mettre en place et de développer afin de mettre en pratique des outils de prise en charge d'un monde on ne peut plus complexe. Dans ce dernier épisode donc d'aujourd'hui, je vais t'en proposer deux. Le premier étant le principe de vision globale, donc, et le second, tu l'auras compris, la notion d'attracteur étrange, que je définis comme étant le repérage des régularités présentes à l'intérieur du chaos. À cette étape de notre analogie, j'espère que tu as compris que plusieurs qualités sont nécessaires pour jouer une belle partie de Go. Mais il en est une, en particulier, qui est absolument indispensable, et c'est le sens positionnel, que nous avons déjà évoqué ensemble dans le précédent épisode. Cette capacité de sens positionnel définit une qualité d'appréhension d'une situation dans sa globalité afin d'en déterminer les enjeux et d'en émanciper les différents potentiels sans avoir systématiquement besoin d'en analyser chaque détail. Cette capacité qui agit comme une réponse à la complexité permet en fait de donner une cohérence à un enchevêtrement de situations locales. Donc, pour faire simple, le Go mobilise un talent pour la vision globale qui implique qu'un problème ne peut pas être décomposé en sous-problèmes isolés et distinctement maîtrisables puisqu'il est nécessaire de prendre en considération la relation qui lie ces sous-ensembles. La vision globale, c'est donc pas une vision superficielle, mais un mode d'appréhension intégrale dirigé vers une efficience réelle dans le but de tirer le meilleur parti d'une situation donnée. Et donc le Go est à mon sens une manière ludique et amusante de progresser dans ce domaine spécifique. On a souvent tendance à confronter le mode holistique des orientaux avec le mode analytique des occidentaux qui structurent leur système de pensée respectif. L'approche orientale propose donc de prendre en compte l'ensemble des composants d'une problématique sans en isoler un événement en particulier. De l'autre côté du ring, la philosophie de Socrate, Platon ou encore Aristote a donné naissance à une démarche plus analytique qui propose donc d'appréhender une cause précise afin d'aboutir par déduction à des conclusions bien délimitées. Et donc ces deux points de vue sont deux façons très différentes de concevoir le monde. Prenons garde entre parenthèses à ne pas associer ces termes, donc analytique et holistique, au terme logique puisque la logique ça définit des règles déductives ou d'inférence et étonnamment, possède cette fois les mêmes règles tant en Occident qu'en Orient. Fin de la parenthèse. La tendance préférentielle que nous développons vis-à-vis d'un système de vision ou d'un autre est une préférence cérébrale culturellement transmise à travers le système éducatif, familial et scolaire. Il semblerait d'ailleurs que l'apprentissage de la langue et de son système d'écriture soit absolument capital dans le développement de nos schémas de pensée. Et en fait, ça paraît logique puisque la culture est un système de perception et d'outils cérébraux intimement liés au système linguistique qui nous permet de l'exprimer.
Une fois encore, la population chinoise a une avance considérable sur la prise de conscience des liens qui existent entre la pensée et la parole, puisque nous, occidentaux, nous nous sommes intéressés à cette possibilité qu'à partir du XXe siècle. Tout ça pour dire que les préférences cérébrales exploitées par un peuple ou un autre sont donc culturellement intériorisées en chacun d'entre nous. Elles influencent nos perceptions, nos représentations, mais aussi nos modes d'action. Pour illustrer ce lien étroit entre le Go et la culture chinoise, je vais faire une autre analogie avec leur système d'écriture cette fois. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà consommé des mangas ou des dramas ou bref, la culture populaire japonaise ou chinoise. Peut-être que tu as remarqué que la calligraphie ou le traitement de texte japonais ou chinois place les caractères dans un carré virtuel qui est comparable à celui qui se trouve sous les yeux d'un joueur de Go. Puisque, en effet, le Goban est un carré très légèrement allongé pour compenser les effets de perspective. On peut donc aisément imaginer qu'un joueur sinophone trouve, dans ce contexte particulier, une plus grande facilité à intégrer le mode de structure de pensée du jeu puisqu'il le familiarise avec son monde extérieur. Et ces talents qui unissent vision et réflexion sont absolument indispensables aux joueurs de Go dont l'objectif primordial est d'harmoniser pensée d'ensemble et analyse du détail. Et en effet, une bataille de gagner donc sur un conflit local sur le jeu ne garantit aucunement un succès final. Tu l'auras compris donc, langue et culture sont indissociables l'une de l'autre et sont la base même de notre mode de compréhension et d'appréhension du réel et donc de toutes nos pensées et actions. Mais ce même système en impose également les limites, c'est-à-dire que les limites de notre langage sont celles de notre monde, puisque les mots nous permettent en effet d'avoir accès au monde, mais sont aussi les éléments qui nous empêchent de le voir dans sa réalité, puisque dès lors que l'on étiquette quelque chose à travers le langage, il cesse d'être ce qu'il n'est pas, et donc on le cloisonne dans une perception étroite, en fait, et qui clive considérablement ce qu'il est réellement. Pourtant, paradoxalement, ni la langue ni la culture ne peuvent être considérées comme des principes fixes, puisqu'elles évoluent par leur soumission à des influences extérieures ou à des tensions internes. Et malgré tout, des constances subsistent leur permettant de se différencier des autres. Et donc, comme au Go, les actes culturels expriment une permanence dans le changement et donc une continuité en mouvement. J'adore ce concept, une continuité en mouvement. À travers cette simple phrase que je viens de répéter, tu te rends compte qu'il est possible d'exprimer beaucoup de choses différentes et contradictoires dans une même langue, de même qu'une culture peut s'exprimer à travers des pensées et des comportements divers et opposés. Et ça ne nous empêche pourtant pas de repérer dans son expression des éléments caractéristiques qui nous permettent de la différencier des autres. Leurs manifestations sont reconnaissables, bien que leur contenu soit parfois complètement inédit. Et de fortes variables sont présentes au sein d'une même culture qui peuvent également être révélées par les jeux. Et de ce fait, si le Go ne recouvre finalement pas toute la culture chinoise, il est possible de le concevoir comme un révélateur d'une de ses facettes très spécifiques. Et par cette étroite collaboration entre la structure de langage et ses principes stratégiques, le Go propose entre autres aux joueurs d'employer une vision globale pour leur permettre de se repérer dans la complexité. Et par cette spécificité, il favorise une réflexion visuelle qui est à mon sens source d'une incroyable créativité. Et cette approche est donc la première méthode que propose le Go à ses joueurs pour leur permettre d'agir dans un environnement complexe. Et comme je te l'ai promis au début de cet épisode, il en propose également un deuxième qui répond à la vision du Goban comme un univers chaotique. Et cette vision donc, c'est la présence d'attracteurs étranges au sein du chaos. Dans la théorie physique du chaos, le terme d'attracteur étrange identifie les phénomènes de régulation présents au sein d'un hasard apparent. Ça veut dire qu'elle permet d'étudier les phénomènes apparemment désordonnés qui sont influencés par des contraintes déterministes. La stabilité de ces attracteurs est la conséquence de la structure sous-jacente dans laquelle ils interviennent. Et comme les attracteurs étranges sont eux aussi imprévisibles, les mathématiques les représentent par des constructions abstraites qu'on appelle espaces des phases, dont les dimensions sont multiples. Et elles permettent par exemple de modéliser les tourbillons d'un cours d'eau ou encore les mouvements d'une masse d'air. L'attracteur de Lorentz, que nous avons donc cité dans l'épisode précédent, rend possible l'observation de l'évolution d'un système gazeux. Il en résulte une courbe en 3 dimensions qui caractérise le résultat de l'ordre et du désordre. Sa particularité à cette courbe est qu'elle ne passe jamais 2 fois par le même point.
Pourtant, elles forment un motif général de double spirale que l'on peut comparer à des ailes de papillon. Et c'est de cette façon que le chaos est vu comme déterministe, un terme qui souligne les processus internes qui font que justement le chaos n'est pas soumis au hasard. Donc pour faire simple, les attracteurs étranges nous permettent de réguler un système qui, à première vue, peut sembler chaotique. Mais une observation simple met en avant une certaine régularité dans les mouvements d'oscillation de certains objets ou dans les directions que prennent par exemple des bulles d'air à la surface de l'eau. Ils œuvrent dans un grand nombre de structures naturelles et permettent, entre autres, de comprendre la régularité des motifs présents par exemple sur les feuilles d'un arbre. Et là, une fois de plus, le Go nous propose un accès très ludique à cette théorie des sciences contemporaines, puisqu'en effet, lors d'une partie, le regard et l'attention du joueur peuvent être attirés par certains points. Parmi les centaines de possibilités qui s'offrent à lui, à chaque nouvelle pierre qu'il doit poser sur le plateau, certaines intersections prennent alors le rôle d'attracteurs étranges au sein de la complexité et du chaos apparent du jeu. Et d'ailleurs, c'est amusant puisque la tradition millénaire sur le jeu et la recherche de l'efficience invitent les joueurs à débuter une partie en jouant sur des intersections favorables bien définies. Il est conseillé par exemple et préférable de jouer les premiers coups d'une partie dans les coins qui sont plus faciles à protéger sans pour autant poser les premières pierres trop près de ces coins puisqu'elles n'auraient plus ni influence ni possibilité dans le but de construire sereinement un territoire viable. Et la tension qui réside entre ces deux exigences conduit les joueurs à opter pour des premiers coups dans des zones précises et récurrentes, identifiées sur le plateau par un point que l'on appelle Hoshi, et qui signifie étoile en japonais. Ce sont ces étoiles, ces Hoshi, qui jouent le rôle d'attracteurs étranges puisqu'elles constituent des balises pour se repérer et agir dans le chaos. Et par exemple, dans une partie dite à handicap, c'est en général sur ce point que les pierres sont posées en priorité. Chaque Hoshi est entouré de 7 intersections potentiellement intéressantes pour débuter une partie. Du coup, au lieu d'hésiter entre 361 intersections, le choix ne repose plus que sur 32 possibilités. Et de cette façon, dans le chaos du Go, les joueurs repèrent des récurrences stratégiques qui leur permettent de jouer, de penser et d'avancer dans la complexité en faisant appel à des outils pragmatiques et opérationnels. À l'image donc du monde réel, le Go se nourrit de la complémentarité de l'ordre et du chaos dont la principale caractéristique de sensibilité aux conditions initiales se vérifie à l'intérieur même de ce principe de régulation. Même s'il est vrai que les premières pierres sont jouées souvent près des Hoshi, le plus infime changement au départ peut considérablement altérer l'évolution de la partie. Donc dans la pensée chinoise, la présence d'attracteurs étranges au sein du chaos ne relève pas d'un phénomène paradoxal, mais d'un phénomène naturel. Et cette vision est en adéquation avec l'idée chinoise du hasard. Alors que nous, occidentaux, nous demandions si Dieu pouvait jouer au dé, les Chinois, eux, façonnaient une conception opposée à celle du déterminisme. D'ailleurs, c'est très bien exprimé dans le jeu du Tao, que tu connais très probablement, puisque c'est un jeu qui est disponible dans les rayons bien-être et spiritualité de la Fnac ou de Cultura, à travers les mots suivants, ouvrez les guillemets, « Le hasard ne fait pas peur aux Chinois, il leur semble être le meilleur moyen de se coupler avec l'agencement instantané du Qi, avec le Tao animant les 10 000 êtres dans les nuages mobiles, donne une idée. » C'est de la traduction littérale du chinois français, c'est pas toujours évident, mais en gros, cela signifie que le hasard serait donc la liaison de deux éléments qui sont la synchronisation d'une situation et d'un contexte à un instant T, exactement comme le loriot-rieur qui se pose là où bon lui semble, attiré par la qualité de l'instant et la convenance de l'endroit. La conscience chinoise propose donc d'aborder la complexité en se munissant de méthodes de balises pour se créer un sens, un chemin dans la réalité. Et ce principe de structure, cette voie, qu'on appelle le Dao, est ineffable, innommable, impossible à appréhender par le simple langage ou par les sens. En revanche, il admet un principe d'intelligibilité en ce qu'il est, à savoir constant. Et ce Dao, cette voie, a beau être la réponse à la complexité et au chaos, elle reste indicible, telle que l'indiquent les premières lignes du Yi Jing, puisqu'il dit « La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. » Donc, ça correspond très bien à l'image traditionnelle que nous avons du sage chinois, qui est celle d'un homme qui parle peu, puisque elle est nourrie par cette idée que, au-delà des siècles et des distances, au-delà de nos références bibliques, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. On arrive déjà à la fin de cet épisode et donc de cette série. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Le témoignage permet de rendre le podcast disponible à un plus grand nombre de personnes et donc d'agrandir la communauté, ce qui est super important pour moi. Donc merci pour ta contribution à
l'agrandissement de notre communauté. Si tu as des questions sur le sujet évoqué aujourd'hui, si tu as des sujets que tu aimerais que j'évoque dans les prochains épisodes, bien n'hésite pas à me le faire savoir également sur Instagram, sur Marie Perron Coach tout attaché. Je serai très heureuse d'échanger avec toi, je serai très heureuse de répondre à tes questions, donc n'hésite pas. On se retrouve très vite dans de prochains contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.